Un mot de remerciement avant de commencer, d'autant qu'il s'agit là d'un sujet inédit, d'un travail en cours pour lequel j'ai bénéficié des recherches menées par la Conservation régionale des monuments historiques de la DRAC Centre-Val de Loire, que je remercie. Je tiens à remercier la Fondation Saint-Louis, la DRAC Centre-Val de Loire, le Musée d'art et d'histoire de Dreux, le château de Chantilly, et plus particulièrement M. Grandemange, Mme Alfred et Mme Véron-Denise pour leur aide précieuse. À l'occasion de l'inventaire mené par la DRAC, la découverte dans les réserves du domaine royal de Dreux d'exceptionnels textiles funéraires permet de mettre en lumière la pompe funèbre souhaitée par Louis-Philippe. En effet, de rarissimes exemplaires de ces mises en scène funèbres étaient ici conservés dans des caisses. Émouvant témoignage de ces décors de l'éphémère, de l'art tapissier du XIXe siècle. Nous reviendrons en détail sur ces spécimens, mais dans un premier temps, nous allons voir deux exemples parmi les plus fameux de pompes funèbres de la monarchie de Juillet, ou comme l'indiquait François Guizot, les deux plus grandes solennités funèbres de mon temps et de bien des temps. Le premier est le retour des cendres de Napoléon, en décembre 1840, d'après un ouvrage publié l'année suivante. Dans la tradition du théâtre du deuil mis en place au temps de Louis XIV, le décorum de tenture noire s'impose pour les funérailles. Il devient même l'incarnation, le symbole du deuil. Pour le retour des cendres, le textile noir était présent à chaque étape clé, sur le bateau catafalque et sur l'impressionnant char funèbre dessiné par l'architecte Henri Labrouste. Mais c'est bien sûr l'intérieur des Invalides dont le décor textile était le plus travaillé. Sur les dessins des architectes Duc et Labrouste, encadrés par Visconti, en plus du pavoisement, chaque entrecolonnement, chaque corniche était orné de tentures noires, avec pour point d'orgue le catafalque monumental et son dé noir. Cependant ici, l'ensemble du décorum textile reste sobre par rapport à la grandiloquence des cérémonies funèbres de la Restauration, sans doute car il s'agissait d'une cérémonie spécifique, non pas d'une personne de la famille régnante, mais au-delà du culte des morts, d'une expérience politique fédératrice, un véritable rite d'institution. Les funérailles les plus marquantes de la monarchie de Juillet demeurent celles de Ferdinand-Philippe d'Orléans, mort accidentellement le 13 juillet 1842. Cet événement a déjà été étudié ces jours-ci, et nous nous focaliserons donc uniquement sur les textiles. On a évoqué la volonté de Marie-Amélie d'inhumer son fils dans l'intimité familiale et sa réticence à l'exposition du corps de son enfant. On a détaillé le refus du couple royal à une inhumation à Saint-Denis au profit de la chapelle de Dreux, mais la raison d'État les a convaincus de la nécessité d'un service funèbre officiel. Il s'agissait dans ce cas de raviver le mythe royal. Alors que la Restauration a cherché à restaurer une sacralité contestée, la monarchie de Juillet a dû inventer une nouvelle sacralité. Louis-Philippe a créé des innovations symboliques, notamment par le compromis entre la dignité du prince exposé à Notre-Dame et le deuil intime à Neuilly et à Dreux. Les funérailles de la princesse Marie avaient d'ailleurs anticipé ce repli intime. Pour les cérémonies funèbres du duc d'Orléans, le 18 juillet 1842, le ministre de l'Intérieur du Châtel chargeait Louis Visconti, architecte des cérémonies publiques du ministère de l'Intérieur depuis 1839, des aménagements à réaliser dans, sur et aux abords de la cathédrale de Paris, assistés des inspecteurs Gallo et Viollet-le-Duc. Les dernières grandes réalisations de pompes funèbres dataient de la Restauration et pouvaient servir de référence à Visconti, plus que les funérailles de Napoléon, dont le décor avait été critiqué. En réalité, les fastes funéraires furent parmi les événements les plus éclatants de la Restauration qui cherchaient à raviver ce mythe royal. En 1815, pour la translation des restes de Marie-Antoinette et de Louis XVI, 3 hommes de l'Ancien Régime, Bélanger, architecte des menus plaisirs, sous les ordres du baron de la Ferté et de Dedreux de Brézé, firent décorer la basilique de Saint-Denis avec une grande magnificence. La totalité de la façade, vous le remarquerez, était drapée de noir jusqu'à la base des tours. Une pyramide tronconique surmontée de la couronne de France donnait accès à la nef, selon une forme symbolique de la fin du XVIIIe siècle qui associe la forme de la pyramide à la mort. Un char funèbre à 8 chevaux porte les cendres royales déposées dans un sarcophage peint de 3 pieds de haut. Il est coiffé par un dé d'où se répandent les plis du manteau royal. L'intérieur a été tendu de noir jusqu'au niveau du triforium et des blasons, des motifs de palmettes en argent se détachent sur la tenture. Le chœur est barré par un gigantesque arc triomphal brisé, formant jubé. Au-delà, un dé portant une couronne royale se déploie au-dessus du sarcophage dressé sur un catafalque.
Concernant la pompe funèbre du duc de Berry à Saint-Denis en 1820, le dessin de Dugourc que vous voyez ici montre l'énorme catafalque dressé au transept, sorte de pyramide ornée de faisceaux de drapeaux voilés de crêpes et de statues. L'église est tendue de noir, comme fermée par une sorte de tente où les baies sont toutes obsturées. Derrière l'autel, sous un dé carré, se dresse une immense croix nue, et dans la nef s'élève un catafalque monumental entouré de candélabres. Autre et dernier exemple, la pompe funèbre du roi Louis XVIII, célébrée en la basilique royale de Saint-Denis le 24 septembre 1824. La voûte a été recouverte de tentures formant toiture à pans coupés. 5 paires de candélabres, puis 2 colonnes ioniques ornées d'une croix conduisent à un dé monumental, accroché à la voûte à l'entrée de la nef. En dessous se dresse un ciborium couvert d'une calotte hémisphérique sous lequel repose un catafalque. C'est là que sont disposés le manteau et les insignes royaux commandés en 1817. Alors en 1842, à Notre-Dame, Visconti s'inscrit dans cette tradition, mais s'en éloigne stylistiquement en adaptant la décoration au goût du jour. Les contemporains n'avaient pas manqué de le noter, je cite. « Autrefois, on cachait le monument tout entier sous les draperies et les ornements. On l'enveloppait. Monsieur Visconti a pensé qu'il devait en être autrement aujourd'hui. On peut dire qu'il a habillé l'édifice sans rien enlever à sa forme, à son dessin, à son galbe architectonique et à sa physionomie monumentale. » Ou encore, cette fois, ce n'était plus le monument qui obéissait à la tenture funèbre, c'était la tenture funèbre qui obéissait au monument. Alors, autre acte symbolique pour la translation du corps, c'est le char funèbre de Louis XVIII qui fut choisi. Mais voyons en détail l'immense décoration déployée à l'intérieur de Notre-Dame. L'immense vaisseau de la nef, depuis la voûte jusqu'au-dessus des tribunes, est entièrement revêtu d'une tenture noire, contournée d'une frise d'ornements byzantins en broderie d'argent. Les bas-côtés, disposés en gradins éclairés, tendus de la même manière que les tribunes, sont en outre rehaussés d'une riche frise en broderie d'argent. Les tribunes du chœur portent des bandeaux d'étoffe noire, semés d'étoiles, de croix grecques et de chiffres, une mosaïque éclatante de broderie, une frise en style pareil et 90 lampes d'argent parent le maître-autel au devant de la croix. 500 cierges brûlent autour du corps. L'ensemble du soubassement et du catafalque présente une masse imposante de 17 mètres de long sur 16 mètres de large. 50 bannières suspendues à la voûte portent le chiffre du prince, FPO. Quant à l'extérieur, la décoration du portail s'élève à 33 mètres au-dessus du parvis. Au haut se profile une frise bordée en ogives d'argent et trèfles gothiques. Au-dessous, trois vastes panneaux ornés de croix d'argent à leur angle et portant à leur centre 2 couronnes de cyprès avec ces inscriptions en vert et alger. Le panneau du milieu, qui couvre la grande rose gothique du fronton de Notre-Dame, est décoré du chiffre princier. La place du parvis est fermée par une enceinte quadrilatère de tentures de deuil, soutenue par 14 pylônes de porphyre, décorés à leur sommet de grandes chapes de deuil brodées en quadrilles d'argent et couronnées par des cassolettes de bronze destinées à brûler l'encens. Les contemporains écrivent « Ce décor qui surpasse beaucoup la plus grande hauteur de tous les monuments sera aperçu de tous les points de Paris, même d'un grand nombre de communes avoisinantes. » Alors ce chantier gigantesque a été étudié en détail par Hervé Robert, et c'est pendant 11 jours que plus de 6000 ouvriers aménagèrent Notre-Dame. 300 ouvrières à l'aiguille, 150 charpentiers, 100 menuisiers, 50 tapissiers décorateurs, 20 maçons, 20 colleurs. Donc les colleurs sont les personnes chargées de coller le papier noir qui remplace par endroits les tentures. Et rien que pour l'extérieur, 4 ateliers de brodeurs, 5 de tapissiers, 4 de passementiers, etc. Comme l'a souligné Damien Chantraine hier, cette pompe funèbre extraordinaire avait marqué les esprits et reste un jalon essentiel dans l'art de la pompe funèbre du XIXe siècle. Mais venons-en à Dreux. L'arrivée du corps de... J'étais sur Dreux déjà ? Oh mince. Pardon, je ne vois pas bien. Alors, l'arrivée du corps à Dreux fut aussi l'occasion de décorations textiles spécifiques. Malheureusement, les archives sont elliptiques quant à leur description. De rares illustrations ainsi que les journaux contemporains apportent plus de précision. Donc je cite « L'église Saint-Pierre où le cercueil doit être déposé à son arrivée et où un service sera célébré par Monseigneur l'évêque de Chartres. Aux 2 portes, les contreforts sont cachés par des tentures et clos de courtines noires brodées d'argent.
Le vaisseau de la nef, depuis la voûte jusqu'au bas, est entièrement revêtu d'une tenture noire. La partie supérieure du corps est décorée comme la nef. Les tribunes du chœur portent des bandeaux d'étoffe noire semés d'étoiles, de croix grecques et de chiffres. On revoit là la disposition de Notre-Dame. Des faisceaux de drapeaux tricolores appendus dans les entrecolonnements portent dans un écusson les mots « honneur » et « patrie ». Enfin, au centre de la nef s'élève un soubassement entouré de cariatides d'argent, portant l'estrade dans laquelle le cercueil sera déposé. Un baldaquin de 15 à 20 pieds d'élévation en velours et hermine, surmonté des chiffres du prince et de la couronne, complète l'ensemble de ce catafalque. En somme, les dispositions faites, je cite toujours les contemporains, les dispositions faites à l'église sont modestement exécutées, mais on ne saurait exiger davantage dans une petite localité. Il faut tenir compte de la bonne intention du clergé. Le musée d'art et d'histoire de cette ville conserve des œuvres des plus intéressantes à ce propos. On voit donc cette gravure tout d'abord, ainsi qu'un dessin qui peut être attribué à Visconti, qu'on a vu hier. Un véritable projet pour justement ces cérémonies funèbres. On y voit le projet d'emplacement et le détail du dé hexagonal à 3 pans suspendu à la rotonde, sous lequel se dresse une estrade à degrés menant à un édicule cantonné par 4 candélabres. Le musée possède également 4 œuvres ayant trait à la chapelle royale. Cette gravure, qui permet de voir la pompe déployée dans la chapelle royale et dont on a déjà largement parlé hier. On y remarque surtout les parois intégralement tendues de tentures noires, relevées par des passementeries, des sièges houssés de noir, alors en fond de... voilà, et le majestueux baldaquin quasi aérien. La silhouette élancée du cénotaphe rappelle vraisemblablement la décoration de Dugourc pour la pompe du duc de Berry à Saint-Denis. Alors, je ne sais pas si vous voyez donc les housses, les sièges houssés en arrière-plan, et puis le devant d'autel qui porte la croix de Malte. On y reviendra. Alors, comme l'a dit Anne Dion, il s'agissait d'éléments qui venaient de Paris, puisqu'on verra, d'autres éléments ont été commandés, mais en 1844-1845. Donc à nouveau, ce projet que vous avez vu hier, très intéressant, donc qui est un dessin du catafalque, et donc ce projet vraiment qui s'inscrit dans la tradition de la Restauration. On remarque à nouveau ce devant d'autel avec la croix de Malte. Et puis ici, 2 vues de tombeaux, donc, où on remarquera simplement le drap mortuaire placé, des mentions quand même de tenture noire, mais sans en savoir beaucoup plus. Vraisemblablement, tout cela a été aussi tendu de noir. Et puis ici, un autre dessin qui montre effectivement que ce tombeau aussi devait être tendu de noir. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver d'éléments dans les archives à ce propos. Et enfin, comme vous l'a montré Damien Chantrainière, cette assiette mortuaire, donc d'une série de 4 conservées au musée, liée à la mort et au deuil du prince royal. Alors cette iconographie mortuaire, donc, qui participe d'un système de propagande du rituel funéraire, nous montre ici une vision à la fois idéalisée et simplifiée du cénotaphe quand on compare avec la gravure précédente. Un mot concernant l'organisation et les protagonistes. Le fond 300 AP montre que le décor des cérémonies funéraires de Dreux n'a cessé d'évoluer en fonction des circonstances, des agrandissements de la chapelle, suivant les volontés royales. On en a déjà parlé lors des précédentes interventions. Un exemple, en juillet 1841, à l'occasion de la translation du chœur du Régent à Dreux, d'Autremont écrivait à l'intendant de la maison du roi « Je me hâte, monsieur, de vous demander vos instructions pour ce qu'il pourrait y avoir à faire dans cette circonstance. S'il y a office des morts et que la chapelle devra être tendue, vous savez, monsieur, qu'il faudra me faire expédier de suite monsieur Simon Tapissier avec les tentures qui sont à Paris, car je n'ai ici que ce qu'il faut pour tendre les devants d'autel. » En 1841. Une note de 300 AP1 2091, non datée, mais vraisemblablement en lien avec le deuil du duc d'Orléans, nous apprend, je cite, que les tentures du grand portail et du catafalque appartiennent à la liste civile et rentrent au magasin du mobilier de la couronne, ainsi que les lampes, trépieds et autres ustensiles. Ces tentures, du reste, ne sont pas confectionnées à demeure, on les rétablit à chaque occasion. Il faut plusieurs chariots et un personnel de 15 à 20 ouvriers spéciaux pour ces installations. Le domaine privé ne possède comme objet à lui appartenant que la tenture intérieure du chœur et de la chapelle. Le roi, d'ailleurs, et de concert avec M. Lefranc, a fait supprimer la plus grande partie de ces tentures intérieures,
ne conservant que la partie du sanctuaire, le tapis de pied et les portières des archivoltes qui relèvent de la liste civile. Donc mention intéressante de la participation du roi dans ces décors funèbres. Alors la mise en place du décorum textile relevait d'une organisation conséquente. Anne Dion vous en a déjà parlé. Concernant les tapisseries, c'était donc le tapissier Simon qui est dit attaché au palais royal, qui se rendait à Dreux et supervisait l'installation des tentures. Ainsi, dès l'annonce du décès du duc d'Orléans, Simon se rendit à Dreux. Entre le 14 juillet et le 18 août, le tapissier réalisa, je cite, 3 voyages à Dreux pour disposer les tentures de la chapelle du roi et des appartements à l'occasion des obsèques de feu le duc d'Orléans et des services qui ont eu lieu depuis, pour un total de 20 jours passés à Dreux qui lui sont indemnisés. Simon était déjà venu notamment pour la cérémonie en mémoire de la princesse de Marie d'Orléans le 3 janvier 1942. Il avait alors quitté Paris le 30 décembre et n'était revenu que le 5 janvier. Alors un mot concernant les tapissiers, qui étaient omniprésents au XIXe siècle, où l'art textile se développait de manière importante jusqu'au Second Empire, où il triomphait. Au Palais Royal, 7 tapissiers chefs et sous-chefs, et on ne sait combien de tapissiers ordinaires, étaient à la disposition de la famille royale pour leurs travaux du quotidien. Mais pour les chantiers d'envergure, des tapissiers parisiens et leurs ateliers étaient sollicités, comme Jean-Louis Laflèche pour les Tuileries et Trianon, tapissier qui offre un exemple de réussite sociale remarquable sous la monarchie de Juillet. Les factures mentionnent également l'intervention d'un tapissier marchand de meubles à Dreux, M. Maury. Et je cite, pour la location d'un lit complet pendant l'année 1840, employé à l'usage de M. Lefranc, et pour la pose des tentures dans la chapelle. Ce M. Maury devait sans doute aider lors des grandes cérémonies, en plus d'assurer les menus travaux du quotidien, ce qui est bien compréhensible. Alors, comme l'a dit Anne Dion à l'instant, après les travaux d'agrandissement et les funérailles du duc d'Orléans, il apparaît que le mobilier présent à Dreux ne suffit plus. Et lors de cette séance du conseil d'administration du 30 novembre 1843, Monseigneur le doyen et les aumôniers du chapitre royal ont remis un état des ornements, habits sacerdotaux et autres objets qu'ils ont reconnus indispensables pour le service actuel de la chapelle. Ces demandes complémentaires contribuaient à enrichir l'ensemble de l'ameublement et de la chapelle, aussi bien les garnitures d'autel, les sièges, comme nous venons de le voir, que des housses. Le rapport indique que parmi les propositions, et là aussi pardon de la redondance, la reine choisit la plus chère afin qu'on puisse se procurer des objets mieux établis et d'une plus longue durée. Et encore une fois, cette remarque, ainsi qu'un autre brouillon de lettres indiquant que le roi a souhaité restreindre l'étendue des tentures intérieures dans le but de ménager les sculptures de la nef et de laisser voir l'architecture du monument, ce qui est intéressant. Donc ces 2 remarques témoignent de l'intérêt et de l'investissement du couple royal dans la décoration textile de Dreux. Alors suite à ce rapport, en 1845, et nous venons de le voir, Jacob Desmalter livrait 163 chaises, 33 prie-dieu et un fauteuil avec croix de pater. Le mémoire du tapissier Fraisse, qui en assurait la garniture en velours cramoisi, lézarde et clous dorés, nous renseigne sur l'implantation prévue, mais je ne vais pas redire ce que Anne Dion vient de vous dire. Pour l'ensemble des sièges, le tapissier livrait également des housses de serge noire doublées de toile encadrées de galons et dont l'armure se caractérise et des câblés blancs. Donc la serge, ou le sergé comme on dirait aujourd'hui, est un mode de tissage dont l'armure se caractérise par des côtes obliques qui confèrent au textile une certaine résistance. Ces housses étaient sans doute prévues pour les offices, les anniversaires de décès d'importance moindre. Voici une photo des chaises. Alors, le tapissier Fraisse livrait également pour chacun des sièges de simples housses en toile de lin ourlées par le bas, donc c'est les archives précédentes, dont il reste a priori un exemplaire conservé à Dreux. Cette housse, très simple, relève de ce qu'on appellerait de nos jours la conservation préventive. En effet, il y a toujours eu des personnes chargées de l'entretien, et par exemple de battre les matelas annuellement, des personnes chargées de dépoussiérer précautionneusement les sièges, mais aussi des mesures pour limiter la dégradation des œuvres par l'empoussièrement et la décoration des textiles. Pour les sièges, dont le textile est particulièrement fragile et coûteux, des housses de protection sont systématiquement livrées et posées en l'absence des propriétaires. À Dreux, d'ailleurs, même les candélabres avaient leurs housses. Mais ces housses modestes sont très rarement conservées.
Alors l'inventaire conservé dans la cote 300 AP1 1554, dont on vous a déjà parlé, est particulièrement précieux puisqu'il recense l'ensemble de ces sièges et leurs housses. Ce sont ces numéros qui sont reportés au pochoir noir ou blanc sur les œuvres. L'inventaire est sans date, mais en accord avec Denis Grandemange, nous pouvons le dater de 1847. Alors la somme des housses de l'inventaire est impressionnante. Pour les prie-dieu, ce sont 416 housses qui sont conservées à Dreux. Pour les chaises, 399 housses. Pour le fauteuil de représentation, 3, tout comme pour le fauteuil ordinaire, et 54 housses pour les tabourets. En réalité, pour chaque typologie de siège, on retrouve plusieurs types de housses. Des housses très simples, donc des housses de toile grise, des housses de serge noire avec ou sans galon blanc, des housses de velours de coton ou, le plus précieux, pour les chaises de la famille royale, de velours de soie avec passementerie d'argent mi-fin. Leur utilisation était liée à l'importance de la cérémonie, régie selon toute vraisemblance par une hiérarchie liée à la présence de la famille royale. Alors voici la housse conservée donc à Dreux, du fauteuil de représentation que nous avons vu tout à l'heure, qui est en velours de coton noir. Et donc il y a même une hiérarchie dans les velours de coton, puisqu'il y a tantôt velours de coton, tantôt velours de soie. Donc là, coton avec galon d'argent faux. Là, une housse de fauteuil ordinaire, en coton également. Et en revanche, ici, on voit, donc, parmi les plus belles réalisations, une housse de chaise en velours de soie noire, galon d'argent mi-fin. Alors voilà un détail de ces galons d'argent. Alors il s'agit de choses riches, mais relativement classiques pour les textiles funéraires. Donc on utilise de l'argent mi-fin. Et vous voyez là des motifs de pampre, là aussi, ce qui est tout à fait habituel dans un contexte liturgique, voire funéraire. Je vous ai reproduit ici les fameux pochoirs qui nous permettent d'être assurément dans un contexte lié à la monarchie de Juillet. Et ici, une autre housse de prie-dieu en velours de soie noire. Donc on peut tout à fait imaginer que le velours de soie était destiné à la famille royale. Donc là encore, un exemplaire de Dreux miraculeusement conservé. Alors je m'attarde juste sur l'intérieur de ces housses, puisque c'est très intéressant concernant l'art tapissier de regarder un petit peu en détail l'intérieur. Vous voyez qu'en fait, il s'agit de housses qui ont été rapiécées. Ce sont des choses particulièrement coûteuses, particulièrement précieuses, et elles sont évidemment entretenues très régulièrement. Et là, vous voyez des petits points de couture qui sont tous faits à la main, et ainsi qu'ici, pour les prie-dieu, un petit système d'accroche très particulier. Et moindre dans la hiérarchie, donc, ces fameuses housses de chaises en serge noir livrées par le tapissier Fraisse. Donc la chapelle de Royal en conserve plusieurs, et donc ce qui forme vraiment un ensemble assez exceptionnel, avec ici encore le pochage. Alors, la basilique de Saint-Denis conserve également des housses de siège de cérémonie datées de la Restauration. Unique exemplaire connu de housse funéraire de cette période. Il s'apparente de toute évidence à ceux de Dreux, qui, quoique moins riches de factures, montrent la continuité de ses créations. Et là, pardon pour cette page scannée, mais il s'agit d'une page de l'exposition Le Roi est mort qui s'est tenue au château de Versailles en 2018 et qui fait aussi un point très intéressant concernant cette pompe funèbre, surtout donc sous l'Ancien Régime. Alors, plusieurs tapis d'autel sont mentionnés dans l'inventaire, mais malheureusement perdus, notamment le tapis pour le maître-autel en moquette fond brun, bouquet de fleurs variées. En revanche, on y trouve... Alors, attendez, pardon. Ah oui, bon, alors c'est pas grave. On y trouve le drap mortuaire, donc ça c'est vraiment exceptionnel. Donc vous voyez la simplicité de ce drap mortuaire, avec pour autant donc la croix, on retrouve, et puis toujours ce même motif donc, dans les galons de pampre, et la croix étant réalisée dans un textile moiré qui apporte un peu de raffinement à ce drap mortuaire qui est
particulièrement simple. Alors des draps mortuaires, il y en a très peu qui sont conservés. De l'Ancien Régime, il n'y en a que 2 qui sont localisés. Donc je vous les présente ici à Angers. C'est Anna Leicher qui les avait identifiés. Donc vous voyez ici un modèle plus riche avec des broderies, donc de l'arme et puis autour de la croix. Et un autre modèle ici, conservé à l'Hôtel-Dieu de Baugé. L'inventaire mentionne aussi un autre exemplaire de tapis qui a pu être retrouvé dans les réserves, donc un tapis très simple, en velours d'Utrecht cramoisi, et qui était sans doute utilisé lors de cérémonies spécifiques. Donc je vous ai mis là encore ce petit galon de pampres et puis le numéro d'inventaire. Alors, l'inventaire mentionne également 40 parties de tenture en drap noir de différentes tailles, ainsi que 6 bandeaux de drap noir ou velours, certains frangés d'argent faux, d'autres finis de galon blanc, d'autres sans finition. Il s'agit donc des tentures intérieures de la chapelle royale. Alors, la lecture des archives montre que ces tentures étaient parfois envoyées en réserve au palais royal, ou même une fois envoyées chez le rentrayeur, puisque tout ça est particulièrement fragile et nécessite régulièrement des restaurations. Alors, une très bonne nouvelle datée d'hier, ces tentures qui ne sont pas présentes a priori à Dreux pourraient se trouver dans les réserves du Mobilier national, puisque hier, Renaud Serrette, inspecteur du Mobilier national ici présent, indiquait qu'il y avait plusieurs éléments des plus intéressants dans les réserves du Mobilier national, mais des éléments qui n'ont jamais été récollés, et il compte réaliser le récollement de ces pièces. Donc on pourrait peut-être avoir de bonnes surprises. Alors enfin, pour terminer, dans la sacristie, parmi les vêtements liturgiques modernes, pour la plupart modernes, 2 ensembles se dégagent. Ils ne sont pas marqués, malheureusement il n'y a pas de pochoir, mais leurs factures et les textiles permettent de les rapprocher d'ensembles mentionnés dans l'inventaire de 1847, où ils sont mentionnés comme, je cite, « chasubles dalmatiques en velours de soie noire, orfrois en argent, galon idem ». Donc à ce propos, et Anne Dion vous en a parlé, ils sont vraisemblablement fournis par la maison Guibout, mais malheureusement, je n'en ai pas trouvé de traces concernant ce velours noir. Alors voilà le 2e ensemble qui serait aussi de la monarchie de Juillet. Alors relativement simple par rapport à l'importante paramantique commandée par la monarchie de Juillet. Ces paramantiques, tout comme les housses, constituent un ensemble unique et exceptionnel de ces mises en scène funèbres, des fastueux décors textiles de la monarchie de Juillet. Et enfin, je terminerai par quelques photographies de funérailles à Dreux au début du XXe siècle. On voit que les éléments textiles sont toujours présents, on reconnaît même quelques housses, mais l'ensemble est moderne, d'un autre goût, plus sobre, et d'un goût qui mériterait assurément de nouvelles recherches. Voilà, et je conclus avec ces quelques photos, où vous voyez ici les bandeaux noirs que je vous ai mentionnés aussi, qu'on retrouve dans l'inventaire de 1847. D'ailleurs, hier soir, en regardant dans la chapelle, je me suis aperçue qu'il existe encore les accroches qui permettent d'accrocher toutes ces tentures. Et voilà ici, donc là, on voit vraiment un autre goût, mais qui montre la permanence de cette pompe funèbre. Voilà. Je vous remercie de votre attention.